Ah, d'accord, merci. Pourquoi et comment réduire l'exposition photo-maternelle aux perturbateurs endocriniens? La consultation préconceptionnelle. Je vais commencer avec ma dernière slide de la présentation du matin et vous rappeler du rôle essentiel que vous allez jouer en tant que professionnel en donnant des conseils avisés, des conseils pratiques à vos patients. J'aime beaucoup cette une du magazine Time qui a été publiée il y a 5 à 6 ans. C'est une excellente illustration du concept DOAD qui a été très bien expliqué par Kirsten hier. Les 9 premiers mois façonnent le reste de votre vie. Et comment cela se passe-t-il? Nous avons beaucoup parlé de ce concept au cours de ces 2 journées passées en votre compagnie. UNICEF, Health Organization et l'OMS se sont saisis de ce concept et ont imaginé cette idée, cette campagne des 1000 premiers jours. Cela veut dire de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans pour un enfant. C'est environ 1000 jours. Et les institutions françaises ont pris ce concept également en compte. Et il y a une campagne en France, une campagne de prévention qui se déroule au cours de ces 1000 jours, 1000 premiers jours cruciaux, qui va déterminer certainement la santé des futurs adultes et le futur des nouvelles générations. Je vais vous en faire la démonstration. C'est une période de vulnérabilité. Et c'est un sujet pour la prévention avec une capacité réduite pour le nouveau-né ou le fœtus et plutôt son foie de détoxifier les polluants chimiques avec une période de développement et de très forte plasticité de l'épigénome. Ce sont des points importants que vous connaissez déjà, mais cela mérite d'être répété. C'est une fenêtre d'action pour les parents, pour les futurs parents, car ils sont très motivés, ils sont très stimulés. C'est plus facile d'arrêter de fumer lorsque vous allez avoir un bébé qu'à une autre période de votre vie. C'est une fenêtre d'action pour baisser le niveau d'exposition, pour améliorer l'alimentation et pour réduire le stress également. Comme vous l'a dit Jean-Baptiste Fini, le stress maternel peut entraîner des modifications épigénétiques qui vont susciter des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. À titre personnel, moi-même et d'autres ont vu en France, au cours des 10 dernières années, nous avons commencé à parler de la consultation préconceptionnelle. Dans le système de santé français, une femme enceinte aura 4 consultations gratuites prénatales au cours de sa grossesse. Cependant, nous pensons, lors de sa première consultation avec le médecin généraliste ou avec le gynécologue, alors qu'elle est déjà enceinte, 3 mois, c'est malheureusement très difficile d'obtenir un rendez-vous et c'est déjà trop tard pour faire baisser l'exposition. Nous estimons qu'il doit y avoir une consultation préconceptionnelle pour le couple, la femme et l'homme, qui souhaitent avoir un enfant.
Et dernièrement, j'ai été auditionné, j'espère que c'est le bon terme en anglais, au Parlement, et un député m'a posé la question à moi et à d'autres collègues médecins ce que nous pouvions faire en termes de prévention. Et j'ai réclamé une consultation gratuite, une consultation préconceptionnelle gratuite, mais pas de 15 minutes, mais d'au moins 30 minutes. C'est une période assez longue. Et j'ai demandé à ce que cela soit gratuit et que le médecin qui consulte soit mieux payé que pour une consultation standard. Et donc, c'est un sujet qui est débattu à l'heure actuelle. Cette consultation va permettre l'information, les recommandations, le dépistage également, par exemple pour un patient diabétique. Et cela peut être fait par un médecin généraliste, par un gynécologue, par une sage-femme, par un infirmier, une infirmière ou un pédiatre. Et je parlerai de prévention en ce qui concerne les PEC. Il y a 3 objectifs. Donner des conseils simples, pratiques et pertinents, sans jamais stigmatiser ou culpabiliser les parents ou en imposant des injonctions. Au contraire, en offrant des alternatives, en utilisant des prospectus ou des applications afin, encore une fois, de réduire l'exposition au foyer ou au travail, réduire bien sûr les effets des expositions, et nous le verrons plus tard, par un apport supplémentaire en acide folique systématique, un apport supplémentaire en iode, une interdiction de régime alimentaire trop restrictif et intensif, et enfin une chirurgie bariatrique récente. Je reviendrai là-dessus. On pourrait utiliser pour ce faire un simple questionnaire que l'on remettrait en salle d'attente ou donné ou rempli pendant la consultation. On va parler du travail, de l'occupation professionnelle, on va parler du domicile, d'addiction, des habitudes alimentaires, des produits utilisés pour l'hygiène au foyer, les cosmétiques, les animaux domestiques, le jardinage, les conditions socio-économiques, la précarité, le stress, la dépression, les mauvais traitements et l'isolation. Et on a vu, par exemple, le problème du plomb, l'intoxication au plomb lors de la dernière présentation. Si le patient habite dans une demeure très ancienne, avec une tuyauterie en plomb, ou avec des peintures anciennes qui contiennent également du plomb, alors il faut penser à faire évaluer les niveaux de plomb dans le sang. C'est gratuit. Il faut en faire la demande à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et c'est gratuit. C'est essentiel, car de forts niveaux de plomb pendant la grossesse sont très dangereux pour la mère et pour l'enfant à naître. Et le niveau moyen de plomb au sein de la population française n'est pas si bas, à vrai dire. Une étude récente de Santé publique France montre que c'est assez élevé pour l'ensemble de la population française. Bien. Voyons ce que l'on peut éviter avant et pendant la grossesse. Le tabagisme actif ou passif, la consommation d'alcool et de drogue. Laissez-moi faire quelques commentaires à ce sujet. Tabagisme, je parle de tabagisme actif ou passif. Il faut demander à son partenaire de ne pas fumer dans la maison. Par ailleurs,
Le tabac n'est pas dangereux à cause de la nicotine, c'est dangereux, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais à cause des goudrons. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. On a des hydrocarbures polycycliques et les dioxines. La toute première source de dioxines dans notre foyer est due au tabac. Je dois vous dire également que 20% des femmes enceintes en France continuent de fumer pendant leur grossesse. L'alcool est un perturbateur endocrinien. C'est très mauvais pour le développement cérébral du fœtus. 20% des femmes enceintes en France déclarent continuer de boire de l'alcool lors de leur grossesse. Les drogues, bien évidemment, à bannir. Il vaut mieux éviter de faire chauffer des aliments au micro-ondes avec des emballages plastiques ou des conteneurs plastiques. On m'a demandé de donner un seul conseil ou recommandation. Voilà ce que je disais. Ne réchauffez pas de nourriture au micro-ondes qui aurait été recouvert d'un film plastique ou dans des conteneurs plastiques. Évitez les canettes métalliques, par exemple les sodas, car à l'intérieur, il y a un film plastique recouvert de phtalate et de BPA. N'utilisez pas pendant ce temps des bouteilles de plastique lorsque vous êtes enceinte. N'utilisez pas de poils anti-adhésifs, les fameuses poils Tefal, bien connues en France. Pourquoi ? Car il y a des substances polyfluorées qui sont anti-adhésives, justement. N'utilisez pas non plus de parfum d'intérieur, de spray d'aérosol, de cire pour les meubles. N'utilisez pas de colorant pour les cheveux, de lingettes bébé, de pesticides, d'insecticides dans votre foyer ou dans votre jardin et ne peignez pas la future chambre de bébé lorsque vous êtes enceinte. Voilà une étude fort intéressante. Je vais la détailler pour vous. C'est un risque aigu de développer de l'asthme pour l'enfant. Alors, on a le contrôle à gauche. La grand-mère ne fumait pas. Lorsque la mère avait été fumeuse, alors il y avait 30% de risque en plus. Lorsque la grand-mère et la mère étaient fumeuses, pendant leur grossesse, on avait un facteur de risque de 2,6. Mais le résultat le plus impressionnant, c'est celui du centre. Lorsque la grand-mère avait fumé pendant la grossesse de la mère, et la mère, elle, n'avait pas fumé lors de sa propre grossesse, alors le petit enfant, lui, avait développé de l'asthme avec le risque était de 80%, plus fort que le cas contrôle. C'est le fameux effet transgénérationnel qui passe par des modifications épigénétiques. Pardon. Donc c'est le fameux effet qui vient du sperme qui va vers les ovules. Là, vous avez ici une très claire illustration de l'effet transgénérationnel. Lorsque la grand-mère avait fumé lors de sa grossesse, alors il y aura des conséquences jusqu'à la 3e génération et peut-être même jusqu'à la 4e génération. Nous l'ignorons encore à ce stade. Et les prescriptions médicales peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens. On connaît le tragique exemple du Distilbène. On en a beaucoup entendu parler dans les médias avec
le laboratoire français qui avait commercialisé Distilben et aussi le Dépakine, Valproat. Donc c'est le laboratoire Sanofi. Ouais, j'ai dit le nom. C'était le laboratoire Sanofi. C'est une histoire tragique. Il y a plus d'un millier d'enfants qui souffrent de troubles du spectre autistique et également de malformations car leur mère avait pris des médicaments antiépileptiques, c'est-à-dire la dépakine. Et ce qu'il faut noter, c'est que la dépakine est un perturbateur endocrinien modifiant le profil épigénétique. On a également des antithyroïdiens synthétiques qui peuvent susciter des malformations. Un point pratique pour vos futures consultations, on dit entre gynécologues que le seul médicament pour alléger la douleur est le paracétamol, le seul antalgique. Cela a été montré par des équipes françaises et danaises. Mais on a également montré que trop de paracétamol pouvait entraîner un problème de reprotoxicité pour les gonades fœtales. Par conséquent, la recommandation pour les femmes enceinte est de prendre la plus faible dose de paracétamol possible, aussi brièvement que possible. Le paracétamol est également un perturbateur endocrinien dans ce cas. C'est un conseil pratique. Donc, gardez-le bien à l'esprit. De manière générale, aucun médicament sans recommandation médicale pendant la grossesse, bien sûr, check-up pour toute prescription pour le diabète, pour l'épilepsie ou pour des troubles et maladies psychiatriques. Que faire baisser avant et pendant la grossesse? Bien sûr, il faut utiliser moins de détergents et de produits nettoyants, moins de cosmétiques, parfums déodorants, le col également qu'on applique sur au niveau des yeux, car cela contient du plomb. Pas de soins dentaires urgents, ce dont on peut se passer. C'est un point essentiel. On a également l'alimentation ultra transformée. Ce type d'aliment contient plus de 40 additifs pour modifier le goût, la couleur, la consistance, l'élasticité, la texture, etc., etc. Et nombre de ces additifs sont des perturbateurs endocriniens. Par conséquent, le message à retenir est pas de nourriture ultra transformée. On verra ultérieurement que ces aliments contiennent également des phtalates. Donc, pas de fast-food non plus. On peut considérer que c'est une nourriture ultra transformée également. Pas d'emballage plastique alimentaire, c'est essentiel. Que faire? Il faut également émettre des recommandations positives. Il faut avoir une consultation sur le lieu de travail, par exemple. On peut changer de lieu de travail pendant la grossesse, par exemple. À la maison, il faut privilégier les produits biologiques ou avec un label production biologique. Les produits d'entretien, comme on l'a dit, les jouets. Ici, on peut utiliser également des applications pour toutes les jeunes femmes qui sont présentes dans la salle. Et c'est une société qui se trouve ici à Grasse. Et d'ailleurs, je connais le directeur qui a développé cette application. C'est une femme. Et elle a créé une application et grâce à celle-ci, on peut tester tous les produits cosmétiques et cela vous donne la composition exacte avec tous les ingrédients. Et s'il y a des produits dangereux, et cela vous dit si vous êtes en sécurité pour l'utiliser. Quelque chose de très important aussi.
Prenons le temps. Une étude récente publiée en 2020 a montré quelque chose de complètement imprévisible. Ce n'est pas à l'extérieur que l'on trouve le plus de perturbateurs endocriniens chimiques. Oh non, c'est au sein même de votre foyer, dans votre appartement, dans votre maison. C'est là que vous trouverez le plus grand nombre de perturbateurs endocriniens. Par conséquent, une recommandation très simple, c'est d'ouvrir chaque jour vos fenêtres pour plus de 10 minutes, chaque jour pour chaque pièce. Cela paraît extrêmement simple, mais je connais des médecins qui pensent que c'est un peu simpliste de donner ce type de recommandation. Mais vous verrez que bon nombre de personnes n'en tiennent pas compte au quotidien. Il faut laver les nouveaux vêtements pour les bébés ou les nouveaux jouets dans la cuisine. Il faut cuisiner des produits frais ou alors de la nourriture congelée. Il faut peler les fruits, les légumes. Il faut privilégier la nourriture biologique. Il faut bien laver, bien sûr, les fruits si vous voulez les manger comme cela. Et il faut utiliser également des couverts qui soient en glace, en verre, en porcelaine ou en acier. Alors, il y a eu une expérience sur des femelles rats enceintes. On voit le cerveau du petit rat lorsque la mère était nourrie normalement. Lorsqu'elle était nourrie avec de l'acrylamide, regardez à quoi ressemble le cerveau du bébé. Il n'y a plus de synapses. Toutes les connexions ont sauté. Et exactement la même chose lorsque la mère avait été nourrie avec des pommes de terre frites avec une huile portée à très haute température. Pourquoi? Avec l'amidon, avec des nourritures riches en amidon, lorsque cela monte en température dans l'huile, il y a production de polluants chimiques, donc l'acrylamide qui est extrêmement toxique pour le cerveau de l'enfant. Par conséquent, faites attention également avec tout ce qui concerne la friture et également la viande cuite au barbecue, avec les poils, donc on l'a dit, les poils non adhésifs, poils Tefal. Ce sont des conseils simples, mais pertinents et surtout pratiques. Là, c'est une étude très ancienne de nos amis japonais. Les légumes verts, tous les légumes verts ont un niveau élevé, de chlorophylle, augmente l'expression de polluants qui sont lipophiles, car cela va jouer sur le cycle entéro-hépatique. Par conséquent, vous pouvez donner ce conseil pour les femmes enceintes de manger beaucoup de végétaux et surtout des légumes verts. Donc merci beaucoup pour votre apport déterminant, chers collègues japonais. Voilà encore un autre point très important que l'on a déjà mentionné hier, les fruits de mer avant et pendant la grossesse et l'allaitement. On a quelques avantages. On a l'apport de d'iode, de sélénium, d'oméga 3, mais on a également des risques. On l'a vu notamment avec les gros poissons. Du mercure dans le thon. On a des POP comme le PCB. Quelle est la recommandation officielle française? L'ANSES
avait dit en 2012, avait interdit tous les crustacés car ils contiennent beaucoup de pop et de métaux. L'interdiction de poissons crus et de gros poissons, comme on l'a déjà vu, ou de poissons qui sont des prédateurs. C'est une recommandation très sérieuse et donc il faut préférer plutôt des petits poissons, poissons de mer, et au maximum 2 fois par semaine. C'est la recommandation officielle, encore une fois, de l'ANSES. J'ai demandé à mon ami gynécologue et très peu d'entre eux étaient au courant de cette recommandation officielle. L'apport en iode, un point essentiel. Je vous rappelle la brillante intervention de Jean-Baptiste Fini hier. Par conséquent, mon message est le suivant. L'hypothyroïdie, le manque d'iode, le tabagisme et l'exposition aux perturbateurs endocriniens, tout ceci vont amplifier les risques de dommages infligés au cerveau du bébé. L'iode est nécessaire à la synthèse pour l'hormone thyroïdienne. Donc il faut une prise quotidienne qui est recommandée. Vous pouvez penser, ouais, mais moi je vis au bord de la mer, comme cette femme qui vit à Nice par exemple. Donc les femmes qui vivent sur la Côte d'Azur n'ont pas de problème. Non, c'est faux. Dans mon équipe, Françoise Becker, Sylvie Hieronymis, il y a de nombreuses années, ont utilisé le statut de l'iode chez 300 femmes niçoises enceintes dans la région qui étaient suivies à l'hôpital de l'Archer, à Nice, au CHU, lors de la deuxième partie de leur grossesse. Et c'était très curieux. Nous avons établi que plus de 70% de ces femmes niçoises avaient une insuffisance en iode pour des femmes enceintes, bien sûr. Cela a été également démontré pour la ville de Toulouse, au sud-ouest de la France, et également pour Paris, par d'autres équipes. Par conséquent, il faut supplémenter en iode les femmes enceintes. C'est à présent la recommandation officielle de la Société d'endocrinologie française. Donc, il faut un apport systématique avant la conception et pendant la grossesse. Là, c'est une slide très importante, un apport d'iode systématique avec un dépistage des stéroïdes pendant le premier trimestre de la grossesse avec le TSH et le T4. On va demander par exemple à la femme qui vient consulter quel type de sel elle utilise. Elle va vous dire « j'utilise du sel de mer ». Mais il n'y a pas d'iode dans le sel de mer, car cela a été récupéré par évaporation et ce processus élimine l'iode à l'intérieur. Et les femmes enceintes doivent utiliser pour cuisiner du sel enrichi en iode. Il faut que cela figure sur l'emballage du sel. C'est essentiel. Il faut avoir une supplémentation préconceptionnelle avec des apports supplémentaires en iode. 150 microgrammes par jour. Voilà la recommandation de la Société d'endocrinologie française. Cessez de fumer avant et pendant la grossesse. Il y a des perturbateurs également dans le tabac. Et il faut réduire l'exposition maternelle à ces perturbateurs.
Quoi d'autre? Une autre supplémentation très importante en acide folique. Connaissez-vous l'acide folique? C'est la vitamine B9. Il y a souvent... Pourquoi est-ce que l'acide folique est important? Car l'acide folique participe de modifications épigénétiques. En particulier, la méthylation ADN lors du développement du fœtus. L'acide folique réduit le risque de malformations neurologiques. Le spina bifida également, mais je vais vous montrer une très belle étude américaine montrant que la supplémentation d'acide folique réduit le risque de troubles du spectre autistique lorsqu'il y a une exposition maternelle à des pesticides phosphorisés. Mais l'effet préventif se produit au cours des 12 premières semaines de grossesse. Et regardez, dans l'étude périnatale française de 2016, portant sur 700 000 grossesses, seulement 25% avaient pris de l'acide folique lors de leur grossesse. Et la moitié de ces 25%, 12%, avaient commencé après le premier trimestre. Par conséquent, il y a des recommandations, mais seulement 12% des femmes françaises enceintes en 2016 avaient reçu un supplément d'acide folique lors du premier. Et même après le premier trimestre. Cependant, c'est connu. On sait que cela réduit les malformations neurologiques et le risque d'autisme. Par conséquent, la recommandation consiste à prendre 0,4 mg par jour, 3 mois avant conception et pendant la grossesse. Si une jeune femme vient pour une consultation et vous dit, voilà, je vais être enceinte à ce moment-là, je vais arrêter la contraception, très bien. Alors, vous allez commencer à prendre dès maintenant de l'acide folique. C'est un aspect pratique, mais essentiel pour tout médecin généraliste. Par conséquent, vous allez partir de cet amphi avec en poche quelques recommandations éminemment pratiques. En tout cas, c'est mon souhait. Une étude californienne très intéressante que je vais vous résumer. Cette étude a été menée pour des femmes qui travaillaient dans l'arboriculture intensive et elles vivent justement près des arbres fruitiers. Elles ont donc été exposées à des organophosphates, chlorpyrifos, des pesticides également, qui ont accru le risque pour le bébé de développer des troubles du spectre autistique. Donc ces femmes exposées ont pris, lorsqu'elles prenaient de l'acide folique plutôt, un tout petit peu plus que la normale, 0,8 mg par jour. À ce moment-là, le risque accru était éliminé et il était semblable au cas contrôle. Donc la supplémentation d'acide folique réduit considérablement le risque induit par l'exposition aux pesticides organochloriques, car nombre de ces pesticides sont toujours utilisés en France. Dernier point que je vais développer, vous savez que les POP lipophiles, qui sont des polluants persistants, vont s'accumuler dans vos tissus adipeux. Ça s'appelle la bioaccumulation. Et parfois, ils vont être libérés et endommager le cerveau, le foie.
Il sera quelque peu détoxifié, mais ils vont peut-être revenir également dans les tissus adipeux. Je vais vous montrer les résultats. Il y a 5 à 6 ans, nous avons mené une étude, avant que je prenne ma retraite. Nous avons mené donc une étude à l'hôpital de l'Archer avec 53 jeunes femmes qui souhaitaient tomber enceintes. assez morbide, obésité. Et on avait des femmes qui souffraient d'obésité morbide. Des femmes qui pesaient 100, 120 jusqu'à 130 kilos et qui avaient subi une chirurgie bariatrique. Et on a évalué 53 POP avant et après la chirurgie. Et il y avait, comment dire, un déluge, une inondation. Il y avait vraiment, voilà, une inondation, un accroissement exponentiel de ces POP dans les tissus adipeux. Par conséquent, ma recommandation après cette étude à la Société d'endocrinologie et la Société de gynécologie française, c'est que lorsque les femmes suivent un régime alimentaire très strict ou subissent une chirurgie bariatrique, doivent attendre 1 à 2 ans après la chirurgie ou après le régime, car ce sera très dangereux pour les bébés, car tous ces POP vont se retrouver dans leur sang, vont passer à travers le placenta et vont se retrouver même dans le lait maternel. Par conséquent, donc, après un régime alimentaire strict, donc il faudra attendre quand même 1 an avant de tomber enceinte. Voilà la recommandation. Et j'ai demandé à mes collègues chirurgiens de leur administrer des moyens contraceptifs pendant 1 an. Et ces femmes ne voulaient pas, car elles souhaitaient tomber enceinte le plus rapidement possible, car elles avaient perdu 50 à 60 kilos et elles pensaient qu'elles pouvaient tomber enceinte, mais non, c'était trop tôt. Bien. Maintenant, quelques nouvelles slides pour vous montrer que ces conseils peuvent être efficaces. Il s'agit d'une étude américaine. Proximité de McDonald's, les adolescents qui mangent du fast-food tous les jours dans des emballages en plastique et ils ont mesuré les niveaux urinaires pour le bisphénol A et les phtalates. Ils ont demandé à ces adolescents pendant 1 semaine de ne pas consommer de fast-food avec un emballage plastique. Ce qui a été surprenant, en moins d'1 semaine, les niveaux urinaires de bisphénol A et de phtalate ont baissé. Alors, ça veut dire que l'on peut avoir des résultats très rapides en donnant des conseils pratiques. À titre d'exemple, pour le bisphénol A, l'exposition au phtalate. Une autre démonstration, une mère norvégienne et une étude cohorte sur les enfants porte sur presque 30 000 patients, 35 000 nouveau-nés. Ce qui a été démontré, c'est que lorsque l'homme a plutôt mangé des aliments bio pendant la grossesse, il y avait
une baisse de prééclampsia de 25%, baisse des risques de malformations génitales, le cryptorchidisme, une baisse de 0,36%, dyspospadiase de 0,43%. C'est une démonstration, on préfère les aliments bio, cela donnera des résultats positifs. Alors, ce qu'il en ressort, une étude européenne multicentrique qui a porté sur plus de 30 000 femmes et d'enfants que l'on a suivis au cours de 5 ans. Ils ont demandé aux mères pendant leur grossesse si elles avaient mangé un peu de nourriture bio, pas du tout. Et vous voyez, lorsque la mère fait attention à la nourriture bio, il y a une baisse du cadmium et davantage d'oméga 3 dans le sang des bébés. Ce qui est important, c'est le risque d'allergie important, un risque de résistance aux antibiotiques et d'autres. Je sais qu'il est onéreux, ou plus onéreux, de se nourrir avec des aliments bio, mais il faut préférer les aliments de saison, la production locale, tout comme la vie, les fruits et légumes, afin d'éliminer quelque peu les pesticides. Et je suis arrivé, je pense, à l'un de mes derniers transparents. Il s'agit d'un document très intéressant qui a été publié cette année en JAMA Pediatrics. Ruth, je ne sais pas si vous connaissez ce document. On associe les phtalates et biomarqueurs avec des naissances prématurées. C'est une étude qui porte sur 16 cohortes américaines avec plus de 6 000 femmes enceintes. Ce que l'on sait, c'est que la prématurité est une cause fréquente de morbidité et de mortalité. En France, elle se situe à 9 ou 10%. Nous ne sommes pas très bons pour cela. Et il y a beaucoup de facteurs de risque. Il s'agit d'un risque multifactoriel. Il y a bon nombre d'autres risques. C'est un risque parmi d'autres. Des problèmes socio-économiques, des maladies, etc. L'exposition of the mother is one of the risks. And we have calculated in this study that if you succeed in reducing maternal exposure to phthalate by 50%, you could reduce prematurity by réduire la prématurité de 12%. En France, tous les ans, vous avez 50 000 nouveau-nés qui sont nés avant. Et on pourrait avoir une réduction de 7 200. Alors, la raison, c'est qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, nous avons démarré, et ce, en France, nous avons lancé une campagne pour informer les femmes enceintes de réduire l'exposition aux phtalates. À Nice, dans la ville de Nice, le médecin Grimaldi, ici présent, gynécologue, a développé depuis quelques semaines une telle campagne avec l'hôpital de Nice, avec la ville, avec beaucoup d'institutions, pour tenter de dispenser des informations très simples par le biais d'un flyer, en disant, connaissez-vous le phthalate, connaissez-vous les effets du phthalate, et de donner 5 actions pour réduire l'exposition au phthalate durant 5 ont été des conseils simples et qui permettraient de réduire de manière importante l'exposition au phthalate et éviter les emballages en plastique, préférer le verre et la céramique au micro-ondes, choisir les cosmétiques
éviter les sols en PVC dans les chambres des parents. Vous savez, c'est très simple. Maintenant, cela pourrait avoir des conséquences fort positives. J'en arrive à mon dernier slide et je vous promets que je vais résumer 14 recommandations. Ce sera mon message concluant pour tous les futurs médecins que vous êtes. Je l'ai publié il y a 8 ans déjà dans un journal médical français que les médecins lisent beaucoup. Il s'agit de la presse médicale et nous avons 14 recommandations. On va les lire ensemble, ensuite on va discuter. Éviter le tabac, l'alcool et la drogue. Éviter les médicaments sans conseil médical. Allez voir un médecin, ouvrez les fenêtres plus de 10 minutes par jour pour chaque pièce. Ne mangez pas des aliments qui ont été chauffés dans un micro-ondes ou avec des conteneurs en plastique ou couverts de film plastique. Évitez des boîtes de conserve, les canettes. Évitez de manger des gros poissons. Préférez les aliments bio si possible. Vérifiez les déodorants, les shampoings, les cosmétiques. Ne repeignez pas la chambre de votre enfant. Évitez d'utiliser des herbicides ou des insecticides dans votre jardin. Apportez une substitution systématique d'iode. Apportez une substitution systématique d'acide folique. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Patrick. Wow, there are so many things we can do, right? Professeur Fénichel, il y a tant de choses que l'on peut faire. Alors, il y a quelques points et j'aimerais m'assurer qu'ils soient bien clairs. Alors, j'ai entendu que le complément d'acide folique, si vous prenez trop d'acide folique, vous pouvez augmenter l'autisme chez les enfants. Qu'en est-il? Oui, c'est une très bonne question. Tout d'abord, cela n'a pas été démontré par toutes les études locales. Deuxièmement, on a suggéré cela pour des doses fort élevées. En France, lorsqu'une femme avait d'abord son premier enfant avec le spina bifida, il lui a été suggéré de prendre 10 fois plus de doses. Et cela a été trop. Nous recommandons 0,4 lorsqu'il n'y a pas de risque et 0,8 le double lorsqu'il existe un risque d'exposition à des pesticides ou autres. Mais c'est une excellente question. Dans le monde de la recherche scientifique, il y a tant de nouvelles découvertes. Il faut voir toujours les mettre à jour. Merci beaucoup. Une autre question. J'ai des problèmes de langue, mais qu'est-ce que sont des aliments ultra traités? Transformés. En fait, ce sont des aliments qui ont été transformés dans les usines où l'on ajoute beaucoup d'additifs. Oui, donc c'est des aliments pour faciliter la vie. Oui, oui, c'est pour la consistance, pour l'odeur, pour la saveur. Ce sont des PEC. Oui, merci beaucoup. À partir de maintenant, nous avons 30 minutes de discussion.